Florian, on va te laisser la parole pour un topo qui nous intéresse tous beaucoup parce que c'est parfois pas mal de questions, notamment des médecins généralistes sur quelle est l'efficacité réelle des traitements antibiotiques locaux. Donc, Florian Lemaître, qui est notre pharmacologue au CHU de Rennes. Ok. Bonjour à tous, merci Marion. Je vais vous parler de l'efficacité des traitements antibiotiques locaux. Donc, quand Marion m'a proposé ce sujet, j'ai évidemment accepté parce que j'apprécie beaucoup mes collègues infectiologues et généralement, quand ils me proposent quelque chose, j'essaie toujours de participer et de leur rendre service. Après, je me suis penché sur le sujet et je me suis demandé si la réciproque était complètement vraie. Parce que globalement, c'est quand même un sujet qui est pas simple pour moi parce que moi, mon univers, c'est plutôt la pharmacologie des antibiotiques par voie générale, à forte dose chez les patients graves, avec des dysfonctions d'organes. Et là, c'est pas du tout ça, en fait. Et du coup, ça m'a demandé quand même un petit peu de travail. Donc, j'espère que j'aurai réussi quand même à faire quelque chose qui va vous servir. Et ce que je propose par mesure de rétorsion, c'est si j'arrive pas à répondre à une de vos questions, que ce soit Marion qui réponde à la question à la place. D'accord? Alors, allons-y. Alors, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'antibiothérapie locale? Eh bien, c'est toute cette antibiothérapie qui est proposée avec des administrations par la voie cutanée, donc les pommades, les onguents, ça fait très Moyen-Âge, hein, c'est cataplasme antibiotique, quoi. Voilà, c'est la voie oculaire avec les collyres et les pommades ophtalmiques, la voie nasale, la voie buccale, la voie auriculaire et puis la voie vaginale. Donc, tout ce qui et utilisation d'antibiotiques avec une visée de diffusion qui est relativement limitée à des sites locaux. Antérieurement, ces médicaments-là, ils étaient en vente libre, ils étaient largement utilisés par les patients, un petit peu à tort et à travers, avec des associations dont on verra qu'elles persistent encore pour certaines avec des corticoïdes et des antifongiques, et quand même un niveau de preuve sur le bénéfice de ces associations qui est quand même plus que limité, et un niveau de prescription qui était très important. Et puis, en 2004, l'Agence de sécurité du médicament, qui s'appelait alors AFSAPS, a réuni un groupe de travail qu'elle a fait travailler sur ce sujet pour savoir quelle était la pertinence de ces traitements antibiotiques locaux et quelles devaient être les indications qui devaient continuer à exister et celles qui devaient s'arrêter. Et finalement, vous allez voir que l'AFSAPS a quand même tranché pas mal dans le vif avec des recommandations qui réduisent assez drastiquement les indications de ces traitements. Et donc, vous voyez un petit entrefilet là qui était issu de l'agence France Presse sur ce qu'avait fait l'AFSAPS en termes de recommandations sur le bon usage des antibiotiques à ce moment-là. Alors, la situation clinique initiale à ce moment-là, en 2004, c'est, vous voyez, quand même des indications assez larges, à la fois en ORL, en ophtalmologie et en dermatologie. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de cas où il y avait des indications à l'utilisation de médicaments antibiotiques à visée d'action locale, hein, donc les otites par exemple, les problèmes de rhinite et de rhinopharyngite aiguë. Alors, j'ai entendu qu'il y avait une ordonnance de non-prescription pour les infections virales. Là, on est quand même complètement là-dedans. En ophtalmologie, les conjonctivites, les kératites, les blepharites bactériennes. En dermato, l'impétigo, les folliculites. Voilà, il y a un certain nombre d'infections sur des plaies. Et donc, le groupe de travail, où il y avait des dermatologues, évidemment, il y avait des ophtalmos, il y avait des ORL, il y avait des infectiologues. Je ne sais pas s'il y avait des pharmacologues, mais quand même, le travail a été bien fait à mon sens, puisqu'on s'est retrouvé avec une approche qui était quand même assez basique, c'est-à-dire si on n'a pas d'intérêt qui est démontré à l'utilisation de ces médicaments-là, eh bien, on retire l'indication. Et alors là, d'un seul coup, il y a pas mal de choses qui sont tombées et on verra que même sur les trucs qui restent, bon, c'est des fois un petit peu bancal. Donc, tout ce qui a été retiré comme indication en ORL, bah, c'était l'otite moyenne aiguë, l'otite séromuqueuse, les angines, les rhinites et rhinopharyngites, rhinosinusites bactériennes aiguës. En ophtalmo, on a retiré un certain nombre d'indications pour les kératites et les blepharites. Euh, Vous verrez qu'on a maintenu des indications pour les conjonctivites bactériennes, mais vraiment dans des cas particuliers, les conjonctivites sévères ou chez les patients avec facteurs de risque de faire des complications. Et puis en dermatologie, on a retiré tout ce qui était plaie
Parce qu'évidemment, là, on ne sait pas très bien à quoi pourrait servir un traitement local dans ce contexte-là. Et puis, on ne sait pas toujours très bien documenter les infections chez ces patients. Avec une réaffirmation forte dans le document de recommandation, qui est de dire que les antibiotiques, ça doit répondre à une prescription. En fait, pas. Ah ouais, du coup, on voit ouais, c'est le mode présentateur pour le public, c'est ça qui est un peu gênant. D'accord. OK. Donc ce groupe de travail de l'AFSAPS a réaffirmé un principe fort, c'est que la prescription d'antibiothérapie, de l'antibiotique l'utilisation d'antibiotiques doit répondre à une prescription. Et donc, toutes ces indications, tous ces médicaments qui étaient en vente libre, c'était terminé. Et que finalement, la première mesure importante pour la plupart de ces indications-là, c'est le lavage qui permet une décontamination bactérienne, une réduction de la population bactérienne. Un tout petit peu de pharmacologie des antibiotiques locaux, mais pas longtemps. Je ne vais pas vous embêter longtemps avec ça parce que c'est un truc qui, moi, me passionne, mais qui ne passionne pas forcément l'assistance. Donc, je fais quelques grandes lignes sur la pharmacologie de ces antibiotiques locaux. En fait, dans ce contexte-là, ce qu'on veut, c'est une diffusion locale. On ne veut pas que le médicament il diffuse au niveau systémique pour plusieurs raisons, parce que s'il diffuse au niveau systémique, vous allez avoir des concentrations qui vont être plus faibles localement, donc ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est générer des concentrations en antibiotiques qui sont importantes localement. Et puis quand on dit un médicament en général diffuse au niveau systémique alors qu'il a vocation à rester dans un compartiment local, eh ben, ça expose les patients à plus d'effets indésirables. Donc là, il y a vraiment cette volonté avec ce type d'antibiothérapie d'avoir une diffusion vraiment limitée à la sphère locale. Alors, ceci dit, quand vous appliquez un médicament face à une membrane, il faut qu'elle soit capable de passer cette membrane. Il faut être capable de passer la peau, il faut être capable de passer les membranes au niveau des humeurs, au niveau de l'œil. Et donc, il faut un certain nombre de caractéristiques pour qu'un antibiotique puisse diffuser convenablement. Alors, ça va être utilisé d'ailleurs à dessein, des fois, pour éviter la diffusion dans des tissus profonds et rester au niveau plus euh, proximal. Mais de manière générale, si vous voulez qu'un antibiotique passe une membrane, il faut plutôt qu'il ait un petit poids moléculaire. Si c'est un médicament qui est une grosse molécule, genre la vancomycine, genre la daptomycine, ça passe pas très bien les membranes en général. Et ça reste, quand vous êtes en local, comme ça reste dans la partie qui est un peu aqueuse de votre tissu. Donc, par exemple, les aminosides vont mieux diffuser que la daptomycine. Mais les aminosides, ils ont un autre problème, c'est qu'ils sont plutôt hydrophiles. Et la deuxième caractéristique pour bien passer les membranes, c'est qu'il faut plutôt être lipophile. Pour ceux qui ont fait des études de santé qui sont nombreux dans la salle, il y a un indicateur pour savoir si un médicament est lipophile ou pas, c'est le volume de distribution. Alors, il y a le log de P, mais le log de P, c'est un truc qui est peut-être un peu plus de la chimie. Mais le volume de distribution qu'on trouve dans le résumé des caractéristiques des produits des médicaments, si un médicament a un volume de distribution important, ça veut dire qu'il diffuse largement, il passe facilement les membranes et il peut aller loin dans les tissus. Donc, s'il a un volume de distribution important, il va passer les membranes. Donc, par exemple, quand on veut traiter une infection au niveau de l'œil, on a intérêt à viser des médicaments qui ont un volume de distribution qui est élevé parce que ça va permettre de diffuser dans ce tissu qui n'est pas facile à pénétrer pour les antibiotiques. Donc là, en l'occurrence, par exemple, les fluoroquinolones sont une classe d'antibiotiques qui ont un volume de distribution élevé, qui diffusent largement dans les tissus, et les bêta-lactamines sont plutôt des médicaments qui généralement restent dans les compartiments aqueux de l'organisme. Et puis enfin, pour ce cas précis des antibiotiques locaux, il y a un rôle important de la formulation galénique, donc de la forme pharmaceutique. Et un exemple, c'est la viscosité des solutions d'ophtalmologie qui va influencer le niveau de diffusion
dans l'œil, et plus la viscosité va être faible, plus la diffusion va être importante. Donc on peut jouer aussi sur des caractéristiques galéniques pour favoriser ou au contraire réduire la diffusion des antibiotiques. Évidemment, dans le cas d'une infection, ces barrières de protection de l'organisme, que sont la peau, que sont les muqueuses à différents niveaux, peuvent être altérées dans le cas des infections, et notamment du fait de l'inflammation, qui est un facteur qui est péjoratif pour le maintien de l'intégrité des barrières de protection de l'organisme. Et puis un truc qu'on aime bien, nous, en pharmacologie biologique, c'est d'essayer de raisonner en concentration dans l'organisme, en concentration tissulaire, en concentration locale. Et là, c'est vrai que ce n'est pas très facile avec les antibiotiques locaux parce qu'on n'a pas de moyen de mesure des concentrations chez les patients et donc on ne peut pas vraiment se guider. Donc on essaye de faire au mieux, mais on n'a pas ce qu'utilisent beaucoup les cliniciens de CHU pour les infections sévères, c'est-à-dire mesurer les concentrations pour pouvoir guider un peu les posologies et guider un peu le traitement pour maximiser les chances de succès. Voilà pour la pharmacologie de ces antibiotiques à visée locale. Maintenant, on va regarder un peu indication par indication ce qui reste selon les différents tissus qui nous intéressent. Pour les oreilles, il reste les otites externes et puis les otorrhées sur aérateur tympanique. Donc, c'est vraiment les deux seules indications où l'antibiothérapie locale a encore une place, avec, comme vous le savez sans doute, une position prédominante des gouttes auriculaires antibiotiques dans ce contexte-là, qui reste le traitement de base de ces indications-là, qui sont des indications quand même limitées en ORL, puisque 90% des infections de ce type-là sont des infections bactériennes et un petit peu de fongiques. Et donc, ce qui est proposé dans ce contexte-là, c'est d'utiliser une fluoroquinolone en première intention, qui est la ciprofloxacine. Et vous allez voir que la ciprofloxacine, ça reste l'un des médicaments. Alors, c'est peut-être pas le meilleur des médicaments antibiotiques, mais c'est peut-être le médicament pour lequel on a le plus de données dans ce type d'indication locale. On a des données sur l'ofloxacine et sur la rifampicine, mais ces médicaments-là n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. Donc, en théorie, on est censé utiliser majoritairement la ciprofloxacine dans ces indications-là. Il y a sur le marché des multithérapies qui gardent une autorisation de mise sur le marché avec des niveaux de preuve qui sont relativement faibles. Et globalement, ce que dit la Haute Autorité de Santé sur ces médicaments-là, c'est qu'ils n'apportent rien par rapport aux monothérapies antibiotiques. Ce sont des associations d'antibiotiques entre eux avec des corticoïdes, avec éventuellement aussi des antifongiques. Et donc, là, c'est un peu une constante dans le traitement antibiotique local, c'est que globalement, quand on fait ça, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qu'on fait, quoi. C'est-à-dire qu'on élargit au maximum le spectre, et ça, je pense que tout le monde dans la salle est sensibilisé à ça. Ce qu'on veut, c'est pas trop élargir les spectres d'utilisation des antibactériens. Donc là, ce faisant, on utilise des lignes multiples d'antibiotiques et des fois, on les associe à des antifongiques. C'est quand même globalement une approche qui est un petit peu moins pertinente que d'utiliser des monothérapies quand on a bien identifié quel est le germe incriminé dans l'infection. L'intérêt clinique est vraiment très modeste et les évaluations montrent que, en tout cas, on n'a pas de preuves quasiment montrant un intérêt de ce type d'association. La stratégie thérapeutique pour les oreilles, on a vu que la ciprofloxacine avait l'AMM, mais la première intention, c'est plutôt les aminosides sur tympan fermé. Pourquoi? Parce que vous savez que les fluoroquinolones, on essaye de les utiliser le moins possible pour des raisons qui sont doubles. Premièrement, c'est des médicaments qui entraînent une sélection de mutants résistants qui est un peu plus importante que d'autres classes d'antibiotiques. Donc, on les réserve, on essaye de limiter leur utilisation. Puis, c'est des médicaments qui peuvent donner des effets indésirables qui peuvent être importants chez certains patients. Alors, voilà. Les recommandations, en tout cas les alertes qui ont été faites par l'Agence de sécurité du médicament sur les fluoroquinolones concernent plutôt l'utilisation par voie générale, mais de manière globale, on est dans une approche d'épargne un peu de l'utilisation des fluoroquinolones. Donc, on utilisera en première intention plutôt les aminosides qui vont présenter l'intérêt d'être des médicaments qui sont très hydrophiles, donc qui restent vraiment en local. Ils ne vont pas diffuser largement, donc on risque d'avoir moins de problèmes à ce niveau-là. Ensuite, la ciprofloxacine, qui est le médicament qui est le mieux évalué dans ce contexte-là. Et puis, quand on a des otites qui sont mixtes ou avec une origine mycosique, on peut associer de la nystatine
à ce moment-là. Il n'y a pas de démonstration de l'intérêt de corticoïdes ou de l'intérêt de l'association aux corticoïdes, aux anesthésiques locaux très forte, pas de démonstration très claire, encore que voilà un papier, une étude randomisée et contrôlée très récente, puisqu'elle a été publiée l'année dernière, qui évaluait de manière contradictoire la ciprofloxacine à l'utilisation d'un corticoïde seul ou à l'association ciprofloxacine avec ce corticoïde dans l'otite externe, avec comme endpoint le succès clinique qui était la résolution des symptômes, associé à la diminution de l'œdème, de la fin de l'autoré, et puis la diminution de la douleur, et puis l'éradication microbiologique. Alors, si on regarde le critère de jugement principal, ce qu'on voit, c'est que ça va un peu dans le sens de ce que nous disait la Haute Autorité de Santé, c'est qu'on n'a pas de bénéfice très clair, il n'y a pas de supériorité démontrée de l'association ciprofloxacine plus corticoïdes sur l'utilisation de la monothérapie de ciprofloxacine. Et donc là, dans ce sens-là, ça va tout à fait dans les recommandations pour dire qu'on a plutôt intérêt à utiliser une monothérapie antibiotique. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que quand même, quand on regarde des critères de jugement secondaire, il y a des choses qui ne sont pas complètement inintéressantes avec cette association, avec vraiment une résolution des symptômes qui est plus rapide. Alors, elle est rapide avec la ciprofloxacine seule, mais elle est plus importante avec la ciprofloxacine associée aux corticoïdes. Et puis, si on regarde l'éradication bactérienne seule, il y a un petit bénéfice quand même. On fait un petit peu mieux avec cette association, puisqu'on est plutôt dans les 90% d'éradication, contre 80% avec la monothérapie et 75%, 76% avec les corticoïdes seuls. Et puis, sur la douleur, on a un petit bénéfice, et quand même, c'est un de nos critères de jugement qui est important vis-à-vis des patients, hein, la diminution de la douleur. Et donc, on voit qu'on gagne quand même. Hein, ça ressemble, c'est des petits gains, hein, 5 versus 6 jours versus 8 jours, mais il y a un petit bénéfice. Donc, il semble potentiellement pouvoir y avoir un intérêt à l'association ciprofloxacine avec un corticoïde. Mais ça reste normalement plutôt de la deuxième intention par rapport à la monothérapie. Voilà ce qu'il y a de très récent dans la littérature. Et on verra que finalement, il n'y a pas grand-chose de très, très récent sur cette thématique. Les yeux, ce que nous disent les recommandations pour la conjonctivite, c'est que le lavage est vraiment la première intention du traitement. Hein, c'est vraiment les prises en charge non médicamenteuses qui sont au premier plan dans cette indication-là. Et seulement si on a des symptômes qui sont prolongés, des atteintes qui sont sévères ou des facteurs de risque chez les patients, on peut utiliser des antibiotiques. Dans ce contexte-là, les médicaments qui sont le mieux évalués, pour lesquels il y a une indication qui est claire en première ligne, sont l'azithromycine, l'atobramycine et une tétracycline qui s'appelle la chlortétracycline. Il doit avoir quasiment que cette utilisation en local. Il n'y a pas d'antibiotiques par voie générale de ce type-là. Et la rifampicine et l'acide fusidique en pommade qui peuvent être utilisés avec le risque toujours de ces médicaments qui sont des médicaments peut-être un petit peu plus sélectionnants. Donc, méfiance quand on les utilise. Et à nouveau, les fluoroquinolones, qui sont des médicaments qui sont très intéressants. Hein. Si on regarde de manière brute la pharmacocinétique de ces différents médicaments, il n'y a quand même pas vraiment photo entre ces premières lignes et puis la deuxième ligne que sont les fluoroquinolones, qui diffusent beaucoup mieux, qui sont des médicaments très intéressants. Mais à nouveau, on n'a pas envie de les utiliser, on les garde en réserve pour certains cas particuliers ou certains types de germes, parce qu'on veut faire de l'épargne des fluoroquinolones. Un des trucs auxquels il faut faire attention, et c'est pour ça que le lavage, ça reste la première intention, c'est que c'est l'utilisation d'antibiotiques sur les yeux, ce n'est pas complètement neutre. Il peut y avoir des effets indésirables, et notamment des effets indésirables qui sont liés à la présence de conservateurs dans les formulations pharmaceutiques. Et donc, on peut avoir des ulcérations. Et ça, c'est une problématique qu'il ne faut pas négliger avec ces médicaments-là. Qu'y a-t-il dans la littérature de récent ? Eh bien, une méta-analyse de 2023, donc là, on est vraiment très, très récent, qui a regardé dans la conjonctivite l'efficacité et la sécurité des antibiotiques contre placebo. Donc une méta-analyse, hein, je pense que maintenant tout le monde sait ce que c'est, des gens qui reprennent l'ensemble de la littérature sur une question de recherche et qui compilent l'ensemble des résultats des différentes études pour faire une réanalyse de ces résultats, pour avoir plus de poids statistique et pour avoir un peu plus de force et de niveau de preuve sur la réponse à la question.
Dans ce travail, ils sont partis de 528 études pour finalement n'en retenir que 21 de qualité suffisante pour être analysées, pour répondre à la question. Ce qu'on voit sur la droite, là, c'est le tableau sur le critère d'efficacité, la résolution clinique. Et qu'est-ce qu'on voit en haut? C'est les fluoroquinolones qui montrent un bénéfice. Vous voyez, la petite figure, c'est si votre losange noir qui est en bas, il est plutôt à droite, c'est plutôt en faveur de l'utilisation d'antibiotiques. S'il est dans l'autre sens, c'est plutôt en défaveur et plutôt en faveur du placebo. Donc, ce qu'on voit, c'est globalement sur l'ensemble des antibiotiques, eh bien, il y a un bénéfice. C'est le petit losange du bas, là. Il est complètement sur la droite et il ne coupe pas l'axe des ordonnées qui voudrait dire qu'on n'arrive pas à distinguer l'effet de la non-significativité. Donc, il y a clairement un bénéfice aux antibiotiques dans ce contexte-là. Et puis, si on regarde un peu plus en détail entre médicaments antibiotiques de la famille des fluoroquinolones ou non-fluoroquinolones, pour les fluoroquinolones, c'est plutôt positif. Pour les non-fluoroquinolones, on n'atteint pas complètement le seuil d'efficacité. Donc, on a à nouveau l'impression qu'on a un petit bénéfice à l'utilisation de fluoroquinolones. Et dans cette méta-analyse, ils trouvent plus d'effets indésirables avec les antibiotiques non fluoroquinolones, ce qui est plutôt un peu étonnant parce qu'on serait peut-être attendu à avoir autre chose. Pour la partie résolution microbiologique, où là, l'intérêt, c'est d'avoir un peu plus d'études, parce que c'est toujours plus simple d'utiliser des critères de jugement intermédiaires que des critères de jugement plus objectif dans les études. Donc, on a un peu plus d'études, donc on a un peu plus de poids. On multiplie par 3 pratiquement le nombre d'événements dans ces méta-analyses sur la partie résolution microbiologique. Et bien, on retrouve la même chose avec un bénéfice du traitement antibiotique par collyre dans ces conjonctivites, il faut le dire aussi, un certain nombre d'études qui sont faites à l'étranger avec des molécules dont on ne dispose pas en France. Il y a la gatifloxacine, il y a des formes de moxifloxacine en gouttes qu'on n'a pas. Donc, c'est extrapolable partiellement à notre activité de traitement des infections en France. Ce qu'on voit, c'est à nouveau, on retrouve la ciprofloxacine dans les fluoroquinolones avec l'étude de Lebovitz, là, où on voit que c'est celle qui a la taille d'effet qui est la plus intéressante, qui donne le plus de bénéfices. Et puis, dans les non-fluoroquinolones, on va retrouver des médicaments qui ont une indication chez nous, c'est-à-dire l'azithromycine et l'acide fusidique, qui aussi montrent un bénéfice. Donc, l'un dans l'autre, quand on reprend la littérature, finalement, on voit que dans le cas où on a la nécessité d'utiliser des antibiotiques pour des conjonctivites, et on a vu qu'il y avait un spectre étroit pour les utiliser, eh bien, il y a un vrai bénéfice et on fait mieux que le placebo. Et ça, tous les médicaments ne peuvent pas se targuer d'avoir pu démontrer ça. Pour les infections palpébrales, orgelée, chalazion, les médicaments qui ont une indication sont l'acide fusidique, les cyclines, les aminosides et la rifampicine. Pour le chalazion, il y a une forte composante inflammatoire, donc c'est vraiment plutôt là-dessus qu'on va essayer d'agir en utilisant des anti-inflammatoires en première intention. Et les antibiotiques sont vraiment à utiliser dans le cadre d'un avis d'expert. Et là, c'est vraiment des cas aussi très, très particuliers. Donc, vous voyez que le spectre se réduit de plus en plus. Pour les blépharites, lorsqu'elles sont chroniques, c'est seulement s'il y a des signes de surinfection. Donc, on est vraiment sur l'approche de documentation de l'infection avant l'utilisation des antibiotiques, qui est une approche beaucoup plus rationnelle. En termes de médicaments qu'on peut utiliser dans ce contexte-là, c'est la même chose que pour l'orgelée. Pour les kératites, et seulement si elles sont bactériennes, on peut utiliser des associations d'antibiotiques avec les classes qui sont citées là, mais qui sont toujours les mêmes finalement. Et à nouveau, la recommandation est de limiter l'utilisation des fluoroquinolones pour les questions d'émergence de résistance et d'effets indésirables. Et pour autant, à nouveau dans la littérature et à nouveau dans les recommandations d'ailleurs qui sont et les réévaluations successives qui sont faites par la Haute Autorité de Santé de ces médicaments, ce qui est remis clairement, c'est que la ciprofloxacine est le médicament qui est le mieux évalué et qui a montré son efficacité. Pour autant, on dit, oui, c'est très efficace, mais on essaye de ne pas trop l'utiliser pour d'autres raisons. Et notamment lorsqu'il y a des ulcérations ou des abcès au niveau de la cornée.
Alors, j'ai quand même un peu cherché quelle était l'origine de cette affirmation de la Haute Autorité de Santé, parce que c'est pas si évident. En fait, dans les documents de la HAS, ils ne donnent pas les références sur lesquelles ils s'appuient, ce qui est un peu embêtant quand on veut faire de la recherche bibliographique. Et donc, il semble que finalement, ça repose essentiellement sur cette étude de 1996, publiée dans Ophtalmologie, qui testait la ciprofloxacine contre les collyres fortifiés à base de tobramycine et de céphazoline, face à face, donc dans un essai randomisé contrôlé multicentrique avec 28 centres qui inclut 324 patients. Et ce qui était le critère de jugement, qui est un critère de jugement qui est quand même relativement subjectif, c'était l'évaluation de l'efficacité faite par le clinicien. Donc, ils avaient essayé d'utiliser des échelles pour essayer d'objectiver, de rendre objectif ce critère de jugement, mais c'est quand même un critère, pour avoir fait des essais cliniques où on utilisait le critère, l'évaluation clinique comme critère, c'est souvent un petit peu aléatoire. C'est pas un critère d'essai clinique très dur et on n'aime pas forcément très bien ça. Ce qu'on voit dans ce travail, c'est qu'il n'y a pas de différence entre la ciprofloxacine et les collyres fortifiés sur le traitement de l'abcès de cornée, puisqu'on est dans des succès cliniques de l'ordre de 90% dans les deux cas. Certes, on pourrait avoir l'impression qu'il y a un petit bénéfice à la ciprofloxacine, mais ce n'est pas du tout différent en termes statistiques. En termes d'échec, il y a un petit quelque chose, mais à nouveau, ce n'est pas complètement différent en termes statistiques. Et puis, par contre, en termes de confort du patient, il y a un vrai bénéfice pour le coup à l'utilisation de la ciprofloxacine. Donc, elle ne fait pas moins bien que les collyres fortifiés. Les collyres fortifiés, pour les pharmaciens qui sont dans l'assistance, c'est quand même pas le truc le plus simple à gérer, hein, ce genre d'approche. Et puis voilà, ce n'est pas des choses qu'on peut obtenir de manière commercialisée simple. Et donc la monothérapie de ciprofloxacine, elle fait pas moins bien, aussi bien en tout cas que le collyre fortifié, avec sans doute une tolérance qui est moins problématique que les collyres fortifiés. Donc c'est là-dessus que repose cette recommandation de dire que la ciprofloxacine est le médicament qui dispose du plus de données pour le traitement des abcès de cornée. Pour la peau, les deux seules indications qui vont subsister, c'est les furonculoses, et on verra que les cas sont un peu particuliers, et les impétigos lorsqu'ils sont peu étendus. Donc, pour les furoncles, c'est seulement lorsqu'on a des furonculoses avec des répétitions d'infections où l'antibiothérapie va avoir une place. Hein. Antérieurement, il y avait de l'antibiothérapie locale pour les furoncles isolés ou compliqués, et maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Il n'y a pas de prescription possible dans ce contexte-là. C'est vraiment que la furonculose à deux niveaux, au moment des poussées pour traiter localement en fonction des résultats bactériologiques qu'on va obtenir et stériliser les gîtes. Et puis après la poussée, pour la décolonisation des gîtes, non seulement des patients, mais aussi de l'entourage des patients. Et dans ce type d'indication, il y a vraiment un médicament, et dans toutes les indications de peau, hein, il y a un médicament qui est sur le devant de la scène, c'est la mupirocine. Puisqu'à nouveau, on va être sur du cocciagramme positif. Donc c'est ce médicament-là qui est notre traitement de base pour les infections de la peau qui nécessitent un traitement par antibiothérapie locale. On l'utilise à raison dans cette indication 2 fois par jour pendant 7 jours. Et puis en seconde intention, vous voyez apparaître d'autres médicaments, mais qui sont en deuxième ligne parce qu'ils risquent d'entraîner plus de résistance. Et déjà avec la mupirocine, il y a de la résistance qui peut apparaître assez rapidement. Mais avec l'acide fusidique ou les cyclines, les résistances sont encore plus fréquentes. Et donc, on les utilise avec parcimonie. Pas de place pour les associations antibiotiques antiseptiques. D'emblée, en tout cas, on peut associer une antisepsie, évidemment, comme on va le voir ce travail relativement récent, mais qui date quand même d'il y a 10 ans. Vous voyez une littérature qui est parfois ancienne dans ces indications-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que personne n'a envie de faire une thèse de science sur l'antibiothérapie locale. Alors, je ne sais pas si je proposerais ça à un étudiant. C'est peut-être un peu moins sexy comme thématique de recherche. Mais quand même, cet essai randomisé contrôlé de 2012, publié dans CID, hein, donc c'est bien, hein, publié dans CID, il faut y arriver,
où on regardait le traitement antibiotique local du cas index seul, dans le cas de furonculose à répétition chez les patients, versus le traitement du cas et de ses proches. Et dans ses proches, c'était les gens qui partageaient au moins 50% de leur temps avec le cas index. Et là, on faisait de la mupirocine. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait les mêmes traitements que ceux qu'on propose nous, 2 fois par jour pendant 5 jours, et puis un lavage à la chlorhexidine qui était associé. 183 patients ont été inclus dans cet essai. Le critère de jugement principal, c'était l'éradication à 1 mois, et l'éradication à 1 mois, elle n'est pas différente qu'on traite juste le cas ou qu'on traite le cas plus ses proches, mais dans les critères de jugement secondaire, et en fait cliniquement c'est ça qui nous intéresse, c'est la survenue d'infection du cas et des proches, et là il y a un vrai bénéfice à cette stratégie de traitement non seulement du cas index, mais aussi des proches, puisque vous voyez qu'à partir, bon, AM1, il y a un petit bénéfice, c'est en noir hein, le traitement expérimental, c'est-à-dire cas index plus proche. On voit qu'à partir de 3 mois, on a quasiment 2 fois moins d'infections, et ça se maintient dans le temps, une petite perte à 1 an, mais globalement, on a entre 40 et 50% de diminution de la survenue d'infection avec ces approches de traitement par mupirocine. Et donc, il y a un vrai bénéfice dans ce contexte-là, ce qui explique le positionnement de ce médicament en première intention et puis la stratégie de traiter non seulement le cas index, mais également les proches. Pour l'impétigo, le traitement local n'a sa place que lorsque l'impétigo est peu sévère, c'est-à-dire peu étendu, avec une surface cutanée de moins de 2% qui est atteinte, moins de 1% pour la paume, moins de 5 sites lésionnels actifs, et puis une absence d'extension rapide. Les mesures d'hygiène restent au premier plan dans ce contexte-là. Donc, on est toujours dans cette recommandation qui avait été celle de la recommandation AFSAPS de 2004. C'est le non médicamenteux est en première ligne et on utilise vraiment de manière raisonnée les traitements antibiotiques. Dans cette indication, c'est à nouveau la mupirocine, 2 à 3 fois par jour pendant 5 jours. Et puis en deuxième intention, l'acide fusidique ou la chlortétracycline, mais à nouveau avec cette épée de Damoclès qui est le risque de survenue de résistance dans ce contexte-là. On dispose d'une méta-analyse sur ce sujet. Alors, une méta-analyse avec quand même pas beaucoup d'informations qui sont vraiment pertinentes. Il y a beaucoup de traitements antibiotiques qui sont utilisés, qui ont été utilisés, et dont l'analyse a été faite dans cette méta-analyse, mais finalement, il y a peu de données qui nous intéressent vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est les médicaments qu'on utilise en France dans ce contexte d'impétigo. On voit que sur le critère de guérison, d'amélioration clinique, la mupirocine et l'acide fusidique ont démontré qu'ils apportaient un bénéfice dans des études de bonne qualité méthodologique. Donc là, la littérature et la revue de la littérature confortent cette indication de la mupirocine en première intention et de l'acide fusidique comme agent alternatif. Et enfin, très rapidement, parce que là, pour le coup, il n'y a vraiment pas de littérature sur le traitement local, donc très très peu. Moi, j'ai pas trouvé grand-chose. Je ne sais pas si vous connaissez ça mieux que moi. Peut-être que quelqu'un aura un point à rajouter. Mais sur les vaginoses et les vaginites, avec les traitements par des comprimés vaginaux, des capsules ou des ovules, eh bien, la recommandation, c'est d'utiliser le métronidazole ovule en première intention pour les vaginites bactériennes, en tout cas de réduire le spectre à de la monothérapie antibiotiques plutôt que d'utiliser des associations. Et comme on disait tout à l'heure, hein, quand on utilise ces associations, soit des associations d'antibiotiques, soit des associations d'antibiotiques avec des antifongiques, c'est quand on a des vaginites qui sont non spécifiques ou non documentées. Puis on n'aime pas trop ça, hein, finalement, parce qu'on aime bien savoir en antibiothérapie ce qu'on traite, et on aime bien le traiter avec le bon agent pour être sûr de limiter le spectre et de ne pas aller sélectionner des choses qui vont nous embêter. Conclusion sur ce travail essentiellement bibliographique pour moi, parce que je n'ai pas vraiment d'expérience professionnelle dans l'évaluation des concentrations de médicaments antibiotiques chez les patients du CHU. Des médicaments qui, quand on les regarde un par un, leur réévaluation par l'agence, par la Haute Autorité de Santé plutôt, ont toujours des SMR faibles, modérés pour certaines indications, mais vraiment, on n'est pas dans du niveau de preuve d'efficacité qui est majeur. Donc, des médicaments qui finalement ont vu leurs indications être très réduites, mais c'est logique parce qu'on n'a pas de démonstration claire de ce qu'ils apportent
dans un certain nombre d'indications, donc pas de démonstration, pas d'indication, c'est logique. Donc, depuis 2004, on voit que le spectre des indications s'est extrêmement réduit. Les données de la littérature sont peu disertes, et ben ça va dans le même sens. Si on n'a pas de données de la littérature pour conforter la place de ces antibiotiques, on ne peut pas vraiment les utiliser avec sérénité. Elles sont souvent assez peu qualitatives parce que la littérature qui est assez ancienne avec des méthodologies qui, des fois, sont observationnelles, et donc c'est pas facile d'en tirer des informations claires dans l'utilisation de ces antibiotiques. Il reste, vous l'avez vu, quelques situations où c'est utile, avec des données de la science qui vont dans le sens de l'utilisation de ces médicaments-là. Et notamment, on a vu avec les fluoroquinolones, mais avec la difficulté en même temps, vouloir réserver les fluoroquinolones à des indications très limitées. La diffusion limitée de ces antibiotiques est un atout pour éviter la survenue d'effets indésirables. On a une relative sécurité d'utilisation avec ces médicaments-là. Et puis, tout à l'heure, je disais, il y a peu de recherche dans le champ, il y a peu de doctorants qui travaillent sur ce sujet, mais il y a aussi peu de développement de l'industrie, du coup, dans ce là. Donc, on reste toujours sur les mêmes médicaments. Alors, quand on regarde la littérature américaine, on voit qu'il y a d'autres quinolones qui ont été testés avec des résultats qui sont encore meilleurs que les quinolones de deuxième ou de troisième génération. Les quinolones de quatrième génération font peut-être encore un peu mieux que les quinolones, mais elles ne sont pas disponibles chez nous. Et puis, il y a des médicaments qui sont très intéressants. Pour l'œil, notamment, on sait que la moxifloxacine, le linezolide, c'est ce qui se fait de mieux en termes de diffusion dans l'œil. C'est des médicaments qui diffusent très bien, très largement, et des volumes de distribution intéressants, ou des caractéristiques qui permettent une diffusion large, mais on ne dispose pas de formes qui nous permettent d'utiliser ces médicaments en dehors de la voie générale. Voilà. Merci beaucoup, Florian, parce que tu as relevé un sacré défi. Donc, je te remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions. On n'a pas beaucoup de temps, mais peut-être 2, 3 questions. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Bonjour, merci Florian. Isabelle, je suis pharmacien au CHU. En fait, tu nous dis que les associations ont peu d'intérêt finalement, sauf cas très exceptionnels. Pourtant, elles sont toujours référencées dans nos établissements. Et moi, la difficulté que j'y vois, c'est en fait que on n'a pas grand-chose à proposer, donc on propose ça. Et c'est toute la difficulté de dire aux patients, on n'a rien à vous donner en fait. Et je pense que c'est aussi une problématique quelquefois qui peut s'observer en ville. On sait que c'est pas efficace, mais que c'est compliqué de ne rien proposer aux patients, donc on propose. Et comment faire pour éviter de donner Et ça vaut pour beaucoup, beaucoup de pathologies et pas seulement en infectiologie, en fait. Comment on peut essayer de convaincre? C'est une excellente remarque. Et moi, j'observe depuis 10 ans à peu près un mouvement un peu comme ça, où nous, on appelle ça de la pharmacologie sociale. En fait, il faut convaincre les gens, et je pense que ce que vous faites au sein du CRATB, c'est important aussi. Il faut faire de l'éducation. Je pense que c'est par l'éducation qu'on va y arriver. On a une génération de prescripteurs qui est quand même très sensibilisée à l'evidence-based medicine et qui ne se laisse pas impressionner par le discours des laboratoires ou le discours des patrons, et qui contredit volontiers ce que leur disent les patrons en disant moi, je ne suis pas d'accord, je n'ai pas appris ça. Donc je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est en faisant de l'éducation des professionnels, et à ce titre, les pharmaciens sont très importants pour ça. Éduquer les prescripteurs et puis éduquer les patients pour leur faire comprendre que il n'y a pas forcément d'intérêt à la prescription quand un médicament n'apporte pas de bénéfice. C'est le cas du Covid. On est vraiment dans ce truc-là. Quand on n'a pas de bénéfice, quand on n'a pas de démonstration de bénéfice, il n'y a que des risques. Donc il faut vraiment jouer là-dessus, mais il faut convaincre, et c'est très social comme question finalement. On a quand même la possibilité parfois d'avoir les lavages seuls, donc sans antibiothérapie, mais où il y a quand même une action possible et importante, notamment dans tout ce qui va être atteinte oculaire avec des lavages de sérum phi, donc quand même un traitement qui est quand même proposé, mais qui ne sera pas avec une molécule antibiotique active. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, j'avais une question pour toi dans les conjonctivites bactériennes, étant donné que le spectre, ça va être du staph, du strepto, de l'hémophilus. Finalement, entre quinolone
et la tobramycine, par exemple. Donc, sous réserve des microbiologistes dans la salle, mais il y a l'efficacité vis-à-vis du spectre, elle sera la même. Donc, tu penses que c'est plutôt vraiment une diffusion locale qui permettent de dire que, parce que ça a l'air d'être quand même un petit peu supérieur, peut-être les quinolones. Ouais, les quinolones sont supérieurs en termes de diffusion, mais si tu n'as pas besoin d'aller très loin dans le tissu, finalement, avec un aminoside, tu peux avoir des concentrations très élevées. Donc après, la discussion, ça va être quelle concentration je vais avoir localement et quel est le niveau de sensibilité de mes bactéries. Et donc, je pense qu'il faut avoir une approche un peu PKPD, quoi. C'est-à-dire, quel est le niveau de concentration, quelle est la CMI, et voir quel est celui des deux qui va avoir le meilleur rapport. C'est comme ça que je ferai le choix. Ok. Moi, j'aime beaucoup les quinolones, mais voilà, je crois que je suis très isolé maintenant dans ma discipline. J'adore les quinolones. Et en termes d'effets systémiques des différents antibiotiques locaux, notamment oculaires, juste pour voilà, dire s'il y a une crainte à avoir ou aucune crainte à l'usage d'aminosides oculaires, notamment. Bah, en tout cas, ça ne va pas donner d'insuffisance rénale, quoi. Si c'est Voilà, ça, si juste c'est de ça, bien si c'est redire qu'il ça n'y a le pas trop message qu'il de... faut faire passer. Non, clairement. Et d'ailleurs, même pour les quinolones, hein, dans le document d'alerte là, de la NSM disant qu'il faut restreindre vraiment aux indications très spécifiques l'utilisation des fluoroquinolones, c'est les fluoroquinolones par voie générale et inhalée. Pour moi, ça ne concerne pas les collières, par exemple. Extra. Eh ben, merci beaucoup, Florian.